Bonjour, donc merci beaucoup aux organisateurs et je remercie particulièrement Chantal Berger pour m'avoir donné l'occasion de parler de mon travail. Donc merci bien. Donc voilà, donc moi je vais parler plus particulièrement des questions de femmes et de violences intentionnelles. Alors, en guise d'introduction, il faudrait rappeler quelques chiffres. 34 millions de femmes ont dû prendre les routes pour fuir des violences en 2018. On parle de violences genrées qui ne se circonscrivent pas uniquement dans le champ des violences contre les femmes, mais aussi ceux relatifs aux violences politiques, aux violences collectives et institutionnelles. Voilà, donc cette problématique englobe les systèmes de domination de genre, les systèmes de domination ethnoculturelle, les contextes géopolitiques, les nouvelles configurations des parcours d'exil et les juridictions internationales et nationales de défense des droits humains. Ça, c'est vraiment pour dire que cette problématique-là, elle concerne bien sûr nous en tant que soignants, mais bien plus largement. Voilà, donc je vais parler de ma pratique au sein du CHU de Bordeaux et pour définir un petit peu les violences intentionnelles qui effectivement sont très importantes à prendre en compte dans la dimension du soin. Donc vous en avez une définition qui est la mienne, donc qui englobe bien sûr, enfin qui est la nôtre, puisque je travaille en équipe, qui bien sûr englobe la question du féminicide, mais pas que. La question du génocide, bon, on sait qu'il y a les familles yézidis qui sont arrivées à Bordeaux et les crimes contre l'humanité, toutes les victimes de guerre, et je pense à celle du Centrafrique, puisque voilà, c'est une actualité pour moi. Voilà, donc ce sont des violences extrêmes avec des impacts multiples, physiques, psychologiques et sociaux. Alors, le contexte migratoire, tout d'abord. Nous avons maintenant un institut des convergences migrations où travaillent des scientifiques et notamment donc Camille Schmoll qui a commencé à faire un travail à Lampedusa pour l'accueil des femmes notamment, enfin des populations migrantes, et on a maintenant une visibilité de qui sont ces femmes qui partent. Alors elles fuient, dit-elle, des conflits armés, des guerres civiles, des situations d'instabilité politique ou les régimes autoritaires. Ce sont principalement des Soudanaises, des Somaliennes, des Érythréennes, mais aussi des Camerounaises, des Nigérianes, des Burkinabés de Côte d'Ivoire et plus récemment du Burkina Faso, donc pas que francophones, ça c'est vraiment important. Donc on a affaire à des violences de genre aussi, c'est-à-dire des femmes qui fuient des mariages arrangés, des mutilations génitales, des violences conjugales et des sanctions violentes qui découlent d'une sexualité non conforme aux normes, ça a été évoqué. Voilà, donc il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Smaïla Acher qui a travaillé à la CNDA, qui est sociologue et qui a fait tout un travail sur les femmes et sur le parcours de ces femmes, sur les parcours migratoires. Il parle de la honte et du silence, c'est-à-dire qu'en effet, la parole a un statut très particulier car souvent pour les femmes, la parole est complètement empêchée. En ce qui concerne la question de la vulnérabilité sur le sol français, sur nos pays, l'Europe, il faut noter un certain nombre de vulnérabilités. Bon, j'en ai cité quelques-unes. D'abord, on sait depuis plus de 20 ans maintenant qu'il y a une inégalité, on pourrait presque dire structurelle, des femmes migrantes et exilées par rapport à la question périnatale que je vais aborder, avec plus de mortalité et de morbidité d'elles et de leurs bébés. Et puis, il y a aussi donc, le contexte d'accueil. Je ne ferai que citer la recherche de Stéphanie Van den Toren, puisque nous l'avons vu ce matin, qui a fait une recherche en 2013 donc, à Paris. Et les chiffres qu'elle donne sont quand même vraiment intéressants parce qu'elle a travaillé donc, sur les familles hébergées en hôtel social, centre d'hébergement, au CHRS, etc., demandeurs d'asile ou pas. Et elle dit que donc, sur cette population-là, qui représente le nombre de familles, il y a donc 35 000 personnes donc, qui sont concernées, 62% des femmes ont subi des violences ayant motivé ou accompagné l'exil. Donc, comme ça a été dit, c'est-à-dire qu'il y a des violences qui sont faites au pays et bien sûr, maintenant, sur les chemins de l'exil. Donc il y a des risques psychopathologiques, on peut dire très élevés, avec une majoration des PTSD et bien sûr de la dépression et du risque suicidaire. Je parlerai quand même aussi de la question de la césarienne parce que
c'est un indice de ce qui se passe aussi dans nos institutions. Violences non intentionnelles, évidemment, mais qui posent aussi des questions quant à l'accueil qui sont faits à ces femmes, puisqu'elles sont surreprésentées en ce qui concerne les questions de césarienne, avec une observation qui nécessite certainement des interprétations multiples, qui engagent la question de l'interprétariat, nous y viendrons, mais aussi celle de la discrimination. En tous les cas, les travaux aussi des équipes transculturelles, notamment, je note en France particulièrement l'équipe de Thierry Bobet et de Marie-Rose Moreau, mais d'autres équipes anglo-saxonnes ont bien montré aussi la surreprésentation du risque qui a été bien déjà signifié, propre, je dirais, à la grossesse et la période périnatale, mais avec l'aggravation par la migration, avec donc la question des violences faites avant le pays, pendant le parcours migratoire, et après tout ce qui est l'accueil, l'isolement, la séparation avec la famille, la question de l'accueil auprès des institutions. Voilà, donc ça c'est pour dire que quand même il y a une vulnérabilité particulière, et ensuite il y a la question proprement des violences, avec donc notamment le travail d'une de nos collègues, Sarah Daniel, qui a fait une enquête anthropologique sur les femmes à Bordeaux, et qui, je dirais, ce qui serait valable pour les femmes en général, femmes migrantes et exilées. Il y a un continuum de violence, de la terre d'accueil, du pays de départ jusqu'au pays d'accueil. Il y a une difficulté aussi à faire valoir ces violences-là qui peuvent entrer dans la Convention de Genève. Et donc nous avons notre équipe à travailler sur les récits. Et la difficulté pour effectivement l'OFPRA ou la CNDA de les reconnaître. Et puis ce qu'on appelle la question de la retraumatisation. Alors il y a beaucoup de littérature, notamment sur la page du viol, puisque on peut dire que ce sont des femmes qui généralement font état de violences sexuelles, c'est-à-dire l'idée qu'elles ne vont pas pouvoir trouver quelqu'un pour demander de l'aide. Alors, la consultation transculturelle, alors je vous ai mis un petit peu ce que nous faisons. C'est une consultation qui existe depuis 20 ans. Je remercie vraiment très sincèrement le CHU de Bordeaux d'avoir pu accueillir, je dirais, cette forme de marge, je dirais, de la clinique, en étant attentive justement à la particularité, c'est-à-dire la volonté de faire une équipe pluridisciplinaire. J'en suis pour l'instant le seul médecin, psychologue, anthropologue, artiste, psychomote, et voilà, vraiment pluridisciplinaire. Je les remercie aussi pour la question de l'interprétariat, parce que je peux dire que le CHU de Bordeaux est pionnier dans ce domaine-là, puisqu'il y a maintenant plus de 15 ans que nous avons des interprètes professionnalisés, en tous les cas, grâce à l'aide associative. Voilà, donc les personnes nous sont adressées par un tiers, c'est souvent des professionnels ou des associations, et nous avons en particulier donc une consultation à la maternité qui nous permet de repérer assez tôt, soit par les professionnels de la maternité, soit par celle de la PMI, soit des CADA, des femmes qui sont en difficulté. Donc, le travail ça a déjà été dit, mais le travail psychique de la grossesse est très particulier. Il est encore plus sensible, je dirais, pour des femmes qui ont vécu des violences de toutes sortes. Et donc, il pourrait y avoir dès la grossesse des signes de détresse maternelle, je dirais en passant, celui des vomissements gravidiques, qui généralement s'accompagne effectivement, qui est un symptôme, je dirais, de la détresse maternelle. Il y a des désordres psychiques, et sans parler de psychopathologie, on peut dire que le travail psychique de la femme enceinte va être abrasé, c'est-à-dire qu'il y aura une lutte incessante contre le traumatisme, en ne permettant pas l'installation, je dirais, de ce qu'on appelle la préoccupation maternelle primaire, qui est une forme de disponibilité psychique à la venue de l'enfant. Bon, je parle aussi de la dépression du pré et du postpartum. Il y a notamment Boughikian, Radcliffe en Suisse qui a fait un travail extrêmement intéressant. Il y a aussi la répercussion des viols qui vont donner des dépressions, des idées suicidaires, des anxiétés, le risque à la consommation médicale et surtout parce qu'on a très peu de consommation médicale. Donc tout ça va avoir un retentissement donc, sur les premières interactions avec le bébé. Je ferai
je les citerai, donc le portage défaillant, c'est-à-dire qui reprend les travaux qui ont été faits par Marie-Rose Moreau, donc une perception kaléidoscopique et parfois empreinte d'inquiétude, mais surtout une enveloppe culturelle donc escamotée, puisqu'il y aura très peu de familles notamment, et que les premiers gestes culturels ne pourront pas être appris. Le risque de la transmission traumatique, là aussi, c'est surtout l'équipe du professeur Bobet et de Marie-Rose Moreau qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Il y a un désordre émotionnel majeur, et donc des interactions, c'est-à-dire des interactions qui ne sont pas filtrées, je dirais, par le psychisme de la mère. Et donc un risque d'empiètement. Alors la notion d'empiètement, pour nous, elle est vraiment importante, parce que ce qui se passe entre le thérapeute, je dirais, et la femme, ce sentiment qu'on n'y arrive pas, qu'on ne sait pas par quel bout prendre la situation, c'est aussi ce que vit la femme avec son bébé. Alors, évidemment, il faut la présence d'interprètes, ça c'est très important, car, et ça a été dit par mon collègue, il faut un rétablissement de la confiance, un rétablissement du travail de la pensée. Je pense qu'il y a quand même une salle qui est possible, une mobilisation des affects et l'assurance et la permanence du lien. Donc ça, c'est un travail très intense qui, pour nous, ne peut se faire qu'en équipe, et il faut que les professionnels, c'est-à-dire les psychologues, les médecins, soient assurés eux-mêmes de pouvoir être aidés, parce que nous pouvons aussi ressentir des affects de détresse, de honte aussi, et qu'on doit pouvoir trouver de l'aide auprès d'abord de notre équipe et parfois d'autres. Alors, nous avons mis en place des principes, je dirais, de psychothérapie transculturelle, alors soit par des consultations, effectivement consultations de groupe ou consultations, on va dire individuelles, tout en sachant qu'il y a souvent la présence d'un interprète et des stagiaires. Je leur rends également hommage parce qu'ils font un très beau travail avec nous. Mais il y a aussi des ateliers, alors ateliers de préparation à la naissance, ateliers d'accueil du nouveau-né et accueil des 1-3 ans, pour accompagner les femmes justement donc, de la grossesse jusqu'à la possibilité de confier l'enfant, si possible, soit à la crèche, soit après à l'école. Donc, les repérages donc, se font aussi dans ces lieux-là, c'est-à-dire le repérage de symptômes aigus, mais aussi de symptômes négatifs, car il y a bien sûr le fameux PTSD, mais il y a surtout des symptômes négatifs, du mutisme, de la dépression, du désintérêt, qui n'est pas du déni de grossesse pour le futur bébé, puis après pour le bébé. Et la recréation des enveloppes culturelles par l'utilisation de la langue, donc, mais aussi de techniques de maternage qui vont donner la possibilité aux femmes de retrouver ce qu'on appelle pour nous la mémoire corporelle, c'est-à-dire comment s'occuper d'un bébé. Voilà, donc l'idée aussi qu'il faut assurer aux femmes un étayage solide, qu'il faut rétablir la possibilité de rêverie maternelle, c'est-à-dire nourrir aussi cet espace transitionnel avec, effectivement, on a parlé de la question artistique, de la question du conte, de la question du groupe, et puis, comme je l'ai déjà dit, aider les équipes dans cet accompagnement des femmes. Je vais donner juste une petite vignette clinique. Je signalerai en passant le 124e féminicide de Samia, qui s'est fait à Bordeaux et qui était une de nos patientes, repérée donc, par mes collègues, moi je ne la connais pas, mais par mes collègues, donc les stagiaires, à la maternité, et qui a fini par être assassinée parce qu'elle était victime de violences conjugales. Je parlerai également de Madeleine, une jeune femme de Centrafrique, qui nous a été orientée donc, à la consultation avec un petit bébé, Norbert, âgé de 3 mois. J'ai essayé d'anonymiser, mais peut-être que certains bordelais reconnaîtront cette situation. Et elle est orientée parce que la puéricultrice a bien senti qu'il y avait une mère préoccupée, il y avait quelque chose. Donc elle a commencé par venir à l'atelier accueil du nouveau-né et elle a repris le massage du bébé, c'est-à-dire une mémoire corporelle à nouveau réanimée. Et c'est une femme qui est très très douloureuse, a pu commencer à parler de son périple. Elle a d'emblée exprimé tout un tas de choses, notamment qu'elle a été victime de viols répétés par son demi-frère. Donc, en Afrique centrale, il faut dire que ce demi-frère avait une position particulière car il était un homme très proche du pouvoir politique et son récit est complètement décousu. Et elle raconte dans un espèce
de confusion aussi, hein, tout ce qu'elle a vécu au pays, ce qu'elle a vécu sur la route, alors le Cameroun, le Nigeria, le Maroc, l'Algérie, la Libye, l'Italie, etc. Donc le soin, c'est effectivement, bien sûr, l'accueil dans différents lieux, donc les ateliers, la consultation, mais aussi l'accompagner dans une démarche de protection. J'insiste, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que nous allons nous intéresser à la demande de protection et notamment la demande d'asile. Et c'est une fois qu'elle sera sécurisée, effectivement, qu'on va pouvoir entrer dans l'épaisseur de cette histoire extrêmement violente et comprendre ce qui a nourri la violence extrême entre Madeleine et son demi-frère. Voilà, donc des outils, la frise chronologique, on a comme ça des outils d'image pour soutenir, je dirais, effectivement la réorganisation de la mémoire. Une phrase qu'elle dit, quand elle est face, je dirais, à la terreur, hein, parce que c'est la terreur qu'elle ressent, elle dit « Je suis dans un autre monde », ce qui aussi montre bien aussi comment dans l'interaction avec son bébé, il peut y avoir effectivement des interruptions, des absences. Donc Madeleine a eu des idées suicidaires, d'autant plus qu'elle était hébergée en hôtel, donc extrêmement seule. Et effectivement, le soir, on était très inquiets de possibles, on va dire, passage à l'acte. En tous les cas, on a vu aussi dans les ateliers des interactions avec son enfant qui étaient très désharmonieuses. Une mère très agacée, un bébé très... qui lui collait beaucoup, avec un retard psychomoteur global. Donc un tableau, on peut dire, extrêmement préoccupant, donc a été retravaillé et effectivement en équipe. J'ai demandé donc des nouvelles de Madeleine actuellement. Elle a eu la protection subsidiaire, donc ce qui est important parce que grâce à une attestation très détaillée de Estelle Johan, et elle a une place en foyer. Il semble que la situation soit bien améliorée et que l'enfant, en tout cas, Norbert, va pas trop mal. Voilà, donc je conclus, hein, le soin psychologique auprès des mères traumatisées et migrantes, c'est un travail multidimensionnel. Je n'ai pas parlé du travail en réseau, mais effectivement, nous travaillons avec nos amis psychiatres, les PMI, les associations. C'est un travail entre professionnels qui se fait très régulièrement. Il y a besoin pour ces femmes d'un cadre sécurisé, d'un outillage important, de repères, d'un accompagnement. Et bien sûr, je vous remercie, les dessins que vous avez vus sont issus donc, de l'atelier peinture de la consultation transculturelle ainsi que de mes voyages à Madagascar. Voilà. Je vous remercie pour votre exposé qui est très très intéressant, lumineux, je dirais. On se le représente mentalement au fur et à mesure que vous parlez. Moi, ce qui me paraît intéressant personnellement, c'est pour ça que je vais vous poser une question par rapport aux ateliers. Vous parlez beaucoup d'ateliers, donc ce que j'en comprends, c'est que vous cherchez à tisser un lien sécure avec la jeune maman, parce que vous parlez d'ateliers une fois que le bébé, on n'est pas avec une femme enceinte, on est une femme mère qui vient d'accoucher. Donc vous êtes dans une triangulation, c'est-à-dire vous essayez, je suppose, de l'aider à rentrer en relation le mieux possible avec son bébé, de manière à ce qu'il n'y ait pas de carence à ce moment-là et que la relation pour l'enfant soit pleinement sécure malgré l'insécurité environnante, puisqu'il n'y a pas de projection possible dans l'avenir à 1 ou 2 ans, etc. Donc moi, ce que je voulais savoir, c'est quels étaient vos médiateurs. Est-ce que ça passe peut-être par le corps? Est-ce que vous avez une approche style balnéo? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui pourrait être utilisé? Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose? Ce sont des ateliers collectifs, donc ce sont des femmes qui généralement sont suivies à la consultation. Alors, c'est un dispositif qui a été créé maintenant depuis plusieurs années, qui a fait le fruit déjà d'un travail de recherche, et puis après on a expérimenté. Donc ce sont des femmes qui arrivent avec leur bébé. L'équipe est pluridisciplinaire toujours, hein, c'est un principe. Donc il y a une psychologue, une psychomotricienne, une infirmière. Je dois oublier donc les stagiaires, ça c'est important parce que si vous voulez, il y a tout l'accompagnement des femmes aussi aux ateliers, donc il faut parce qu'il y a des troubles de la mémoire effectivement importants, donc il y a les textos, etc., l'attente
par exemple au tram, parce que ça ne se passe pas à l'hôpital, ces ateliers, même si c'est sous la responsabilité de l'hôpital. Et donc 3 langues, le français et de langue majoritaire, ce qui n'est pas l'idéal, mais ce qui est, on ne peut pas plus au-delà de 3 langues, c'est un peu compliqué, tout ne peut pas être traduit. Il y a la dimension culturelle, c'est-à-dire que notre hypothèse, c'est qu'en passant par les questions culturelles, alors voilà, qui sont très vastes, hein, j'ai donné l'exemple du massage parce qu'il est très classique, mais ça peut être la berceuse, ça peut être aussi nos objets culturels à nous, qui sont la sucette, voilà, le doudou, puisque le doudou n'existe pas en Afrique par exemple. Donc à partir de l'interrogation sur les objets culturels, c'est réanimer d'abord des savoirs que les femmes ont mais qu'elles ne peuvent pas exprimer. Donc ça, c'est tout mon travail d'anthropologue sur la question de comment se transmet la culture aux femmes, si ce n'est par la mémoire corporelle et par le rejeu. J'ai eu de choses qu'elles ont vécues effectivement dans leur petite enfance, et puis tout ce qui est de l'initiation à, c'est-à-dire qu'effectivement on n'est jamais mère toute seule, il y a toujours, chez nous ce sont les professionnels, mais dans d'autres contrées ce sont plutôt les familles qui vont initier la mère à une pratique. Et ça marche assez bien, c'est-à-dire qu'elle retrouve soudain en elle quelque chose qui existe à l'intérieur latent, ou parfois qui n'existe pas, parce qu'il y a quand même des femmes soit qui ont été mal portées, soit qui n'ont pas eu l'occasion de jouer à la poupée par exemple, ou bien d'avoir des frères et sœurs. En tous les cas, c'est un partage même entre les femmes, c'est-à-dire comment on fait dans ton pays, on fait comme ça, chez moi, on fait comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment des outils avec des médiations, et bien sûr des prises de parole, effectivement. Et la sortie de la solitude est extrêmement importante, parce que ces femmes, même si ce n'est pas fait pour ça, se rendent bien compte qu'elles ont quelque chose de commun, c'est-à-dire une histoire commune. Et que sortir de la solitude, c'est énorme, effectivement, voilà, pour se dire on n'est pas seul. Et c'est des lieux qui sont d'abord très riches, l'équipe m'en parle beaucoup, je crois qu'elles sont très attachées, et moi également. Et voilà, une participation avec la mairie de Bordeaux que je remercie, parce qu'on va continuer cette expérience même pour approfondir la notion de bébé et culture, hein, donc la lecture d'albums, la danse, voilà, on a vraiment tout un projet de co-construction, mais c'est absolument indispensable pour aussi nourrir la capacité de rêverie de la mère, c'est-à-dire nourrir cet espace-là. Juste être obligé de vous interrompre, s'il vous plaît. Vous avez déjà répondu en partie à ma future question, qui était autour justement de l'animation des groupes de femmes et de remettre en comportement, en discours, en échange, en effet, cette possibilité d'étayage commun, et que, alors j'ai surtout une expérience, moi, à l'unité mère bébé à Poitiers, que j'ai pratiquée pendant 20 ans, où on a très souvent des femmes africaines, alors parlant plutôt français en général, quand même, plus ou moins bien, mais... et alors, je voulais quand même vous demander votre avis sur 2 points. Le premier, qui est le sexe de l'enfant, parce que ça peut poser quand même un certain nombre de questions, quand même, le sexe de l'enfant. Hein. Soit c'est une fille et c'est terrible, elle va être comme moi, elle va avoir un destin affreux, soit c'est un garçon et je ne veux pas le voir parce que son sexe m'horrifie, est horrible, etc. Bon, je fais court, hein. Et on a parfois un peu les deux. Alors, bien sûr, les massages, alors le massage des bébés, ça en général, elles savent assez bien faire, mais pas si bien que ça, et c'est souvent nous qui leur apprenons parfois, ou qui leur réapprenons. Mais parfois aussi le massage des mères. Est-ce que vous avez une expérience à ce niveau-là? Et parfois aussi l'interprétation, et la question va s'arrêter là, l'interprétation de certains comportements de ces mères, plus souvent nous africaines, qui sont parfois, enfin peut-être moins maintenant, mais au début souvent mal compris de la part des équipes. Soit c'est banalisé alors que c'est quelque chose qui n'est pas adéquat pour l'enfant, mais on dit bah, c'est leur culture. Mais non, maintenant que nous avons appris, parce que les équipes ont besoin d'apprendre beaucoup aussi des habitudes de ces populations-là, qui ne sont pas très éloignées des nôtres d'ailleurs. Et donc entre la fusion, je couche avec mon enfant tout le temps avec moi, etc., ou pas, ou maintenant j'en veux plus, etc., etc. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est tout à fait important ce que vous dites pour le sexe, je suis tout à fait d'accord avec vous, on peut voir que ça c'est contre-attitude liée au sexe de l'enfant. Alors c'est vrai que nous on essaie de développer une espèce d'observation minutieuse qui prenne en compte la dimension culturelle, ce que vous appelez la question de la distance au corps par exemple, dans le fameux cododo,
et puis bien sûr ce qui est de l'ordre d'une éventuelle psychopathologie. Donc ça demande un regard minutieux, des observations, soit au sein des consultations, soit au sein des ateliers, et puis quand on a effectivement un doute, demander aux puéricultrices donc de PMI de conforter ces observations et de nous apporter soit effectivement une réelle inquiétude. Mais ce n'est pas ou le tout culturel ou le tout psychopathologique évidemment, ça nécessite beaucoup plus de finesse. Quant au massage, alors, ce qui est important, c'est que, en fait, alors, pas partout dans le monde, mais la femme ne masse pas les bébés, en fait. C'est souvent un tiers qui va masser les bébés, dont les plus anciennes, dont la grand-mère. Donc c'est vrai que dans la migration, le rôle des professionnels est très important parce que c'est elles qui vont être ce que j'appelle le tiers instruit, c'est-à-dire c'est elles qui vont initier chez les femmes comment dirais-je, ce croisement entre ce qu'elles savent intuitivement et ce qu'il faut faire, puisque le massage, par exemple, comme beaucoup d'autres pratiques, va aussi s'adapter au contexte français et migratoire. Concrètement, quand on a entendu votre topo, on se disait, mais c'est facile, quoi. Il fait comme un médecin habituel dans son cabinet ou dans un cabinet, il prend en charge le patient. Or, c'est une partie des patients qui sont dans la rue, en squat. Comment est-ce qu'on établit le premier contact et ensuite, comment on établit cette approche de manière concrète, sans passer par l'amygdale? Je crois qu'entre ne rien faire et être un psychiatre, psychothérapeute qui s'occupe du trouble stress post-traumatique, il y a une zone intermédiaire qui est large et dans laquelle on peut travailler, qui est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que effectivement le sujet il a sa mémoire là, qui se réactive là, comme ça, comme de façon quasi autonome, qui le handicap, le disloque, le dissocie. Mais il y a tout ce qui est autour, c'est-à-dire que cette amygdale est dans une personne, elle est dans un environnement, et on peut travailler sur tout ça autour, et notamment chez les gens dont l'environnement est totalement déstructurant, soit sur le contexte des conditions de vie. Donc il y a beaucoup à faire quand je ne sais pas, je m'imagine un médecin généraliste en privé qui me dit j'ai mal au genou. J'ai pris des coups, oui, on m'a battu, c'était en 2017. Vous pouvez déjà, au lieu de venir au contact de son genou, attendre un peu, être dessus, pas l'examiner en disant je le rencontre, mais c'est pas seulement je fais son tiroir antérieur et son tiroir postérieur. Déjà là, dans le contact d'un client, de façon d'examiner un ventre, on peut être avec, on ne peut pas seulement du colostrum foie, mais être avec, déjà on peut être sécurisant et on peut être en mouvement, et on peut, sans accéder au cœur du trauma, on peut faire des choses qui sécurisent et qui font que cette récurrence de cette terreur se passe dans un environnement qui tient un peu plus qu'il ne tenait avant la consultation. Et déjà ça, c'est déjà... Très bien. Donc écoutez, juste une petite remarque pour dire que les interventions passionnantes des deux intervenants n'ont pas épuisé le sujet trauma chez les migrants. Il y a beaucoup d'autres questions qui doivent être élaborées par les cliniciens qui doivent approfondir ce sujet. La question de qu'est-ce qu'on fait avec justement les différences culturelles, comment on peut les utiliser comme des moyens d'intervenir au lieu de les voir comme des obstacles. Et puis il y a toute la question de la partie administrative de l'accueil, tout ce processus que les migrants, en tout cas ceux qui s'engagent dans une demande d'asile, doivent faire, pour lesquels on nous demande parfois des certificats à certains moments, sans qu'on sache très bien ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire. Donc ça c'est un sujet qui est aussi vraiment très important pour les équipes qui s'occupent de migrants. Je ne sais pas quelle place la médecine légale y prend pour l'instant, aucune. Aux États-Unis par exemple, il y a une association des médecins légistes contre la torture qui est hyper entraînée à repérer des signes probants de torture et qui fait des... Bon, donc là ce sont des sujets sur lesquels il y aurait matière à approfondir et à collaborer aussi bien au niveau des centres régionaux qu'au niveau du CM2R sans doute. Je voudrais bien rajouter un petit mot de politique, parce que les politiques sont tellement décriées. Oui, on va donner la parole.
Je crois que nous avons une lourde responsabilité, nous les politiques, dans l'accompagnement et la prise en charge des personnes. Alors, on voit bien ce qui se passe actuellement, évidemment que le médecin est meurtri, qu'on puisse imaginer qu'une personne ne puisse pas contacter un médecin avant 3 mois quand elle arrive chez le territoire, c'est un autre sujet. Donc ça, sur le territoire, on peut, et nous, ceux qui font de la politique locale, on peut organiser et tenter d'organiser des choses. Et moi, je suis convaincu de la nécessité de mettre en lien les uns et les autres, et de faire de la coordination. C'est la volonté qu'on avait quand, depuis en 2008, on voulait qu'il y ait une équipe de psychiatrie mobile qui vienne sur le terrain, qu'on a pu mettre en place la plateforme de santé vulnérabilité qui va vers les personnes. Et puis, par rapport au programme, on ne fait jamais assez. Hein. Et ce matin, j'introduisais, parce que je m'occupe aussi de personnes âgées, un colloque qui a lieu aussi, un colloque européen sur beauté et noblesse de la prise en charge des personnes âgées, et j'ai noté cette formule, parce que je la remue, je vous la donne, parce que je l'ai trouvée très belle. Cette beauté, la beauté de la prise en charge apparaît lorsqu'elle nous permet, quel que soit le contexte, quelles que soient les circonstances, de préserver la précieuse existence d'une personne, qu'elle soit âgée, qu'elle soit la beauté, la noblesse de nos fonctions, c'est de faire en sorte de préserver la précieuse existence d'une personne. Et merci à vous, Christophe, et merci à vous, Claire, d'être des acteurs avec une dimension artistique aussi, qui permet de préserver la précieuse existence des personnes. En fait, c'est pas une question, c'était juste pour rebondir à la remarque sur la place de la médecine légale, et j'ai entendu dire aucune. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'à travers les certificats justement de mutilation sexuelle, maintenant l'OFPRA n'accepte que ceux qui sont rédigés par les médecins légistes. Donc c'est une activité qui progressivement se développe dans tous les services de médecine légale, et on va débuter d'ailleurs nous aussi courant novembre au niveau du COVA en fait, en collaboration avec le service de la maternité du CHU Pellegrin. Et d'autre part, il y a certaines UMJ qui ont déjà développé des consultations spécialisées, notamment sur les migrants, à Montpellier par exemple et à Toulouse. Voilà. Donc c'était pour dire que progressivement si la médecine légale intervient aussi dans ce domaine. Bah écoutez, c'est une excellente nouvelle. On voit parfois des migrants qui ont des traces physiques de torture importantes, qui vont produire seulement à l'OFPRA un certificat d'un psychologue de PTSD, qui ne prouve absolument rien, puisque bien sûr le PTSD il peut être dû à autre chose. Ça dépend des traces physiques, justement. Juste pour rebondir encore sur la médecine légale, alors effectivement la médecine légale a un rôle énorme à jouer dans les certificats pour les migrants, mais pour l'instant, en tout cas il n'y a rien au niveau national prévu, en tout cas en termes de financement, pour répondre à cette problématique. Donc effectivement il y a des choses qui existent dans certaines ONG, mais qui sont personnes dépendantes et volontés dépendantes sans financement réel de cette activité. Or, sur des certificats pour justement ces parcours migratoires, c'est des entretiens qui sont extrêmement longs, qui prennent du temps, et donc qui nécessitent, en tout cas pour qu'on soit sur des certificats de qualité, d'avoir des financements spécifiques pour, effectivement, mais qui seraient essentiels à notre. Très bien, merci.